Bonjour à tous, l'Afterlap, le podcast du sport auto, épisode 95. Les Grands Prix se succèdent et se ressemblent un peu, il faut bien le dire, mais on va en parler en audio et en vidéo avec Tristan Gomandi qui est une nouvelle fois notre invité. Salut Tristan. Salut, bonjour à tous. Publiquement Tristan, je te remercie vraiment beaucoup de ta disponibilité, ça je le fais à chaque fois, mais là d'autant plus parce que c'est une semaine de course pour toi. ELMS, les 4 heures de Monza, c'est le week-end prochain, tu n'es pas encore parti. Non, je suis pas encore parti, on part mercredi matin et on va commencer à rouler le jeudi, donc ça va, je suis pas en retard. Il y a un avion qui va arriver, donc non, et ça va être une semaine, pour moi ça va être une semaine intéressante. Monza c'est quand même extraordinaire, donc je vais profiter de ce moment. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas que tu restes sur une excellente performance lors de la dernière manche. Et qu'on peut espérer que ça soit lancé, non? Comment on peut interpréter ça? Non, en tout cas, c'est dans la foulée de tout le développement qu'on a essayé de mettre en place depuis le départ. C'est vrai qu'on a, là, avec les nouveaux pneus, la nouvelle réglementation qui, malgré tout, font changer un peu la puissance moteur, le poids de la voiture. Et le gros point, c'est les pneumatiques. Donc il y avait vraiment toute une recherche avec un nouveau setup. Les anciens setups ne fonctionnaient pas. Et on l'a vu avec des disparités dans les teams qui avaient fait le boulot en amont ou qui ont eu parfois c'est un peu l'opportunité de tomber sur un bon compromis dès le départ. En tout cas nous on a été obligé de se remettre en question sur les setups et beaucoup de travail, et on a continué à refaire un peu d'essais et de développement, beaucoup de réflexions avec les ingénieurs, et ça commence à porter ses fruits parce que c'est vrai on est vraiment au bord du podium depuis 2 courses. Donc là, Monza, on a fait des essais dernièrement qui étaient très positifs. On a continué à faire évoluer l'auto comme on le souhaitait. Donc Monza, on attend avec impatience de savoir si ça va porter ses fruits. Bon, écoute, on est de tout cœur avec toi, bien évidemment. Et tu nous raconteras comment ça se sera passé. En tout cas, là, je te laisse prendre ta casquette de consultant F1 pour l'Afterlap. Et ce Grand Prix d'Autriche, donc, qui a succédé au Grand Prix de Styrie. Toujours sur le même circuit, Red Bull, le Red Bull Ring, avec un résultat quasi identique. Bon, on va en parler. Écoute, je sais pas si tu as vu cette image, parce que c'est pas évident de tout regarder dans un week-end. Avant la qualif, il y a un plan qui dure 30 secondes. On voit les tribunes tout orange danser. Je sais pas si tu as vu, il y a une sorte de rave party en direct où tous les spectateurs dansent, mais bon, c'est parce qu'il doit y avoir une musique, j'imagine, dans l'ambiance. Et puis, mais moi, ces tribunes pleines de 20 000, 30 000 Hollandais qui viennent pour un pilote, non, mais honnêtement, moi, ça me donne la chair de poule. C'est quand même un phénomène incroyable, rarement vu en F1, franchement, non? T'as pas l'impression, là? Ouais, c'est vrai. Puis en plus, ça fait doublement impression parce qu'on sort d'une période quand même bien compliquée. Enfin, on en sort. En tout cas, on croise les doigts, mais c'est sûr que c'est doublement impressionnant. Ils ont parlé, je crois, de 132 000 personnes sur l'ensemble du week-end. Donc c'est un chiffre énorme, très honnêtement. Alors évidemment, on est dans le pays du team leader en championnat du monde. Et puis, alors, c'est vrai que c'est des Hollandais. Alors oui. On est en Autriche. Oui, alors c'est vrai que d'un autre côté, on peut aussi un peu confondre avec le orange de McLaren. C'est vrai. Donc il peut y avoir aussi, et c'était le cas, parce que je pense qu'il y avait quand même beaucoup de supporters de McLaren qui renaient un peu, très honnêtement. Ils sont sur une voie qui confirme chaque week-end les évolutions et en tout cas la bonne santé de Lando Norris qui mène cette équipe avec d'excellentes performances de week-end en week-end. Donc ces tribunes sont bien oranges. Et je pense tout n'est pas pour Verstappen, mais en tout cas, c'est très impressionnant. Les tribunes pleines comme ça, c'était quand même, je suis d'accord avec toi, très, très, très sympa à voir. En tout cas, ça met de l'animation et on retrouve la F1 comme on avait envie de la voir. Oui, un sport populaire, en tout cas, qui génère un enthousiasme populaire. Bien sûr, à Interlagos, au temps de Senna, ou même à Manicourt, au temps de Prost, où bien sûr qu'on voyait des tribunes, et puis Hockenheim pour Schumacher, bien sûr. Mais là, je trouve quand même que c'est quasi inédit, quoi, cette adhésion, et ça n'est même pas le Grand Prix des Pays-Bas qui aura bien lieu cette année, t'imagines? En tout cas, Verstappen, écoute, j'enchaîne, et maintenant le patron. Enfin, écoute, on en est à 5 victoires cette année, 3e consécutive.
Moi, honnêtement, cette victoire après la Styrie, si on différencie ces deux Grands Prix, elle était écrite d'avance. Enfin, je veux dire, on voyait pas trop ce qui pouvait lui arriver par rapport à la semaine dernière. Sauf problème technique, c'est vrai que et c'est pas de cette année. Faut quand même avouer que Red Bull et Verstappen sont très bien sur ce circuit depuis plusieurs années. Donc là, c'est vrai que les circonstances, le fait d'avoir un double Grand Prix sur le même circuit, ça tire à l'avantage forcément pour Red Bull. Donc au vu du week-end qu'on a vu le dernier, c'est sûr qu'on ne pouvait pas trop s'attendre à autre chose. Ouais. Et ça ne nous a pas fait mentir. Donc là, Verstappen était un peu sur une autre planète. Honnêtement, ça a été les seuls à être capables d'aligner les temps qu'il a alignés. Il a fini avec plus de 20 secondes d'avance sur Hamilton. Enfin sur Bottas. Oui, c'est ça, donc Bottas. c'est quand même bon. T'as vu, il fait le grand chelem. La pole. Il n'y avait pas photo. Bon, on n'a pas été trop inquiet, même si Norris a été super. Il a mené tous les tours. Et il fait le meilleur tour, t'as vu, pour 1 seconde et demie plus vite que tout le monde à la fin, en ayant gagné. Donc en plus, donc c'est ce qu'on appelle un grand chelem. Ouais. Non, mais intouchable. Et finalement, l'évolution ou les steps sont pas venus finalement des teams auxquels on pouvait s'attendre. Et je pense à McLaren avec Lando qui ont vraiment été constants et très très solides en course. Et même Ricciardo a fait une très belle course. Oui, tout à fait. Donc bravo en tout cas à McLaren, même si évidemment, comme tu le dis, Verstappen était vraiment il était sur une autre planète, intouchable. Donc mentalement, quand on est pilote pro, ça ne peut qu'être un boost à chaque fois immense, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, la confiance, elle est forcément là, décuplée chez lui. C'est une spirale. Alors, pas que lui, c'est aussi l'équipe. C'est aussi l'équipe, les développements, les ingénieurs. Du coup, il y a quand même une spirale où on a forcément, quand on est dans ce système-là, on commence à avoir des certitudes. C'est ça qui est très important. Et donc, on commence à savoir, à être sûr de ce qu'on fait, à oser des choses. Donc, c'est une spirale positive dans laquelle ils sont rentrés. Là, il faudrait vraiment un événement assez spécial pour que ça vienne ébranler cette confiance de Verstappen et de Red Bull. Voilà. Après tout, bon, Silverstone la semaine prochaine, chez Lewis Hamilton, en Angleterre, là, il y a peut-être une occasion de remettre quelques pendules à l'heure. Mais oui, il faudrait, quoi, parce que t'as vu, il a plus de 30 points d'avance, donc ça y est, il a plus d'un Grand Prix d'avance. Même si Hamilton gagne et qu'il abandonne, il sera toujours en tête du championnat du monde. Non, c'est vrai. Alors après, en plus, il y a après le développement, tout ce qu'on entend dire avec Mercedes qui aurait mis un peu de côté le développement pour les 20-21 et de cette année et qui se concentre sur 2022. Bon, c'est sûr que ça va pas dans le sens, ça aussi, ça va dans le sens de donner confiance à Red Bull. Alors après, ça peut être un peu un jeu de dupes entre les uns et les autres, mais bon, en tout cas, ça semble un peu se confirmer parce qu'on voit Mercedes quand même relativement stagner. Là où on sent les autres parfois un peu évoluer, Mercedes stagne un peu et finissent par se faire attaquer maintenant par McLaren. Donc ça va devenir assez compliqué pour Mercedes. Voilà. Écoute, j'ai même envie de dire qu'on va pas spécialement parler de Mercedes. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Bottas est 2, il a pris le relais d'Hamilton qui a été handicapé, on le sait maintenant, parce qu'il est passé sur un vibreur et que ça a endommagé son fond plat. Le cas d'Hamilton était quand même dominé depuis le début du week-end et depuis quelques semaines. Bon, Mercedes assure toujours le coup, on va dire, en étant 2 et 4. Bien sûr, beaucoup d'équipes rêveraient d'avoir ça en minimum. Mais là, c'est vrai que ils sont dominés. Donc, l'effet marquant de ce Grand Prix, ça n'a pas été finalement Mercedes, ils sont à leur place, mine de rien. Non, c'est plus d'autres petites choses, et je voudrais avoir ton avis. Ce sont ces fameux accrochages et ces pénalités qui sont tombées. Alors Tristan, là, mouille-toi en tant que pilote pro. Pérez, Norris, dès le premier tour, il y en a un qui ont dit qu'il laisse pas la place à l'autre, il y en a un autre qui va dans le gravier. Fallait pénaliser, fallait pas pénaliser, qu'est-ce que tu en as pensé? Très honnêtement, moi sûrement un peu de ma faute, mais j'étais pas très au courant finalement du caractère officiel de laisser la place au mec qui te prend par l'extérieur. Alors, ça fait quand même quelques années que je fais de la course automobile. Et c'est d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le Grand Prix et qui ont entendu les radios, Norris était quand même le premier étonné de dire non mais le mec il me double par l'externe, il s'attend à quoi? Mais moi j'aurais fait la même. Non, mais tu parles en étant Norris. En étant Norris. Mais est-ce que tu aurais fait la même en étant Pérez? C'est-à-dire que c'est là où effectivement ça éclaire la lanterne. C'est que les mecs qui osent prendre par l'externe dans ce virage, et quand on est pilote et qu'on connaît le virage,
c'est extrêmement facile de se faire emmener par le mec qui est à l'intérieur. Parce qu'il suffit de débraquer un peu, on l'emmène, et là il y a du gravier. Donc c'est le mec, dès qu'il va commencer à toucher un peu les graviers, il est mort. Donc c'est extrêmement simple de les emmener. Et là, j'étais assez étonné de voir les mecs prendre par l'extérieur. Alors généralement, c'est vrai qu'avec le DRS, le mec vient prendre par l'extérieur, mais il a un certain avantage quand même sur celui qui est à l'intérieur. Là, franchement, c'est côte-côte. Alors tu te dis, moi, quand j'ai vu l'attaque de Pérez, je dis non, mais spontanément, je veux dire, mais s'il passe, mais Norris, tu te dis, mais franchement, qu'est-ce que tu branles? Oui. Il suffit juste de l'emmener un peu et jamais de la vie tu passes. Bon, donc c'est bien ce qu'il fait Norris, c'est bien ce que tu aurais fait. Donc je trouve que Norris fait juste son job. Voilà. Bon, mais finalement, c'est un pilote et il est compétiteur. Finalement, j'apprends. Il faut pas le faire. J'apprends que officiellement, réglementairement, il faut laisser la place, même au mec qui va faire une attaque suicide par l'extérieur. Il faut lui laisser la place pour pas quand même gentiment l'emmener. Ce qui est jusqu'à aujourd'hui me paraissait un peu quelque part, je vais pas dire la base du sport automobile, mais enfin si maintenant faut ouvrir les portes gentiment et dire bon bah ok, alors, surtout avec le DRS, c'est-à-dire que ils ont le DRS, enfin moi ça n'engage que moi, mais ils ont le DRS. Le DRS permet quand même de prendre 10-15 km/h de plus dans la ligne droite facilement en bout, donc de créer ce décalage et d'avoir un avantage. Maintenant, si le mec il est côte-côte, il faut quand même pas qu'il s'étonne, qu'il se fasse emmener vers l'extérieur. Voilà. Après, alors bon, il paraît que c'est le règlement. Je pense qu'effectivement, il y en a quelques-uns qui l'ont oublié. Et finalement, Pérez a eu raison, puisque bon, il perd une place à la fin avec Sainz pour 5 ou 7 dixièmes, donc 3 fois rien. Finalement, ça l'a très peu pénalisé, Pérez. Bon, après, s'il y a attends. Norris est pénalisé dans un premier temps. Et lui, finalement, il va réussir à avoir son podium. Tout à fait. Oui, non, c'est bon. Hein, parce que je pense déjà... c'est ça. Je vais te poser la question après. Je vois ce que tu veux dire. J'étais déjà en train de penser... Donc, c'est Norris qui est pénalisé dans un premier temps. Qui et là aussi, pénalisé. Oui. On a envie de dire tout est bien qui finit bien parce qu'il fait quand même podium, même si il a beau jeu de dire que s'il n'avait pas eu cette pénalité, il pouvait vraiment finir 2 tel qu'il s'était lancé dans ce Grand Prix. Bon, c'est pas faux. C'est pas complètement faux. Oui, c'est possible. Bon, je suis d'accord. Moi, effectivement, sur le moment, je suis déçu de voir que Pérez va dans le gravier parce que c'est forcément sa course qui est pratiquement fichue. On soupçonne que ça va être moins bien. Mais je suis le premier à penser honnêtement que Norris ne mérite pas une pénalité parce que je me souviens de ce qui s'était passé l'an dernier au même premier Grand Prix de la saison. Albon avait tenté aussi l'extérieur sur Hamilton. Et même si, là pour le coup j'étais pour Albon parce que par rapport à Hamilton c'était bien... on avait bien vu que ça passait pas et qu'Hamilton avait eu au beau jeu aussi de l'emmener un petit peu large et Albon, tu te souviens, avait été aussi dans le gravier. Bon, donc c'est ce que moi j'appelle du racing, comme disent les Anglais. Hein, on est bien d'accord, Tristan, toi qui es au plein cœur d'action, tu attaques, tu défends et puis c'est de la course. Quoi. Quand t'es côte-côte avec le mec à l'entrée du virage, toi, forcément, il y a un moment donné, c'est celui qui va freiner le plus tard. Donc c'est bien gentil de vouloir laisser la place au mec à l'extérieur, mais il y a un moment donné, malgré tout, quand tu prends du sous-virage et que la caisse elle t'emmène, avec la meilleure volonté du monde, il y a un moment donné quand tu as mis de l'élan à la voiture tu ne l'arrêtes pas comme ça. Donc quand tu prends du sous et que la voiture elle t'emmène, si le mec il te braque dessus, il y a un moment tu peux pas l'éviter, tu peux même pas, avec la meilleure volonté du monde, tu peux pas lui ouvrir la porte. Donc je trouve que c'est tendancieux à partir du moment où les deux voitures, comme là c'était le cas avec Norris et Pérez, ils étaient vraiment côte-côte, ils sont rentrés dans le virage côte-côte, Pérez force avec du sous. Bon, Norris, franchement, j'aurais fait la même. Il n'a pas fait semblant, il l'a emmené. Moi, il n'y a rien qui m'a choqué. Je veux dire, à la limite, dire Pérez, je veux dire, Sergio, qu'est-ce que tu branles, sans déconner. Et de voir Lando Norris, c'est là que je découvre qu'effectivement, il y a une règle. Alors, il faut laisser passer finalement. Donc ça m'a un peu agacé, mais après, tout ça est discutable. Oui. Mais je vois globalement, mais il y a une règle. D'accord, oui. Mais c'est vrai que ça a quand même énervé qu'il y ait ces sanctions. Surtout qu'il y en a d'autres. Donc on a Pérez, Leclerc. Alors, est-ce que tu aurais tendance à charger Charles Leclerc de la même façon que tu viens de charger un petit peu Pérez par rapport à Norris? Alors, bon, ce qu'il y a, c'est que là pour le coup, Pérez, il a été fort. Bon, il a donné là. 2 fois en plus. Là, par contre, alors la deuxième fois pour moi.
Enfin, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas pour la première, dans le turn 4, bon là Pérez il y va fort parce que il ne fait pas que l'emmener. Là il y a un immense coup de roue quand même. Tu vois, donc on sent que il y a une frustration sûrement de Lando Norris et de ce qui s'est passé dans les premiers tours. Pérez l'a eu mauvaise et là il s'est dit bon bah là c'est la guerre. Oui. Et c'est vrai que c'est à se demander parce qu'on n'a pas eu en tout cas les messages radio. Et on n'a pas entendu finalement l'équipe prévenir Pérez que Norris avait été pénalisé, que pour la première fois, avant qu'il y ait cette baston, finalement l'équipe semble pas l'avoir prévenu. Et quand il le fait la première fois à Leclerc, avec quand même un immense coup de roue, franchement, ça aurait pu amener une casse mécanique pour les deux, d'ailleurs, ça tape assez fort. Mais quand il reproduit la chose dans le turn 5, après, dans le gauche, où là, pour moi, Pérez, il n'a rien fait. Pour moi, honnêtement, Leclerc, il était quand même sacrément... Il était emmené dans du sous et qu'à un moment, il prend un coup de raquette parce qu'il est vraiment large quand même. Et on voit qu'il reste encore 20 ou 30 cm entre les deux voitures. Et que là, je trouve que à la limite, la deuxième fois, mais à un moment donné, encore une fois, ça a des limites. Leur réglementation a des limites. De laisser de la place au mec qui te prend par l'extérieur, je veux dire, c'est quand même de la responsabilité du mec qui pense pouvoir être beaucoup plus vite et de passer par l'extérieur. Il fait quand même... Enfin, il faut se l'imaginer. Donc bon, moi je suis assez stupéfait qu'à un moment donné, on ait accepté ce genre de règles, mais bon... Donc la première fois, je pense que Pérez il a été un peu fort. La deuxième, pour moi, ça méritait pas la pénalité. Bon, voilà, donc sur les deux, tu fais une sorte de match nul. Mais à partir du moment où Norris avait été pénalisé, c'était évident que Pérez allait se faire pénaliser. Ah bah là, aussi, ça ne pouvait pas être autrement. Voilà, ça c'est sûr. Après, il y a un règlement. Oui. Moi, je trouve qu'il est un peu con, mais ça va à l'envers du sport auto et de la course automobile. Mais après, il y a une règle. Elle est là. Elle est là pour tout le monde. Bon bah écoute, non, mais je crois que tu as bien exprimé l'avis que à un moment donné c'est aussi de la course et que il en va de la responsabilité de chacun et qu'il faut pas non plus exagérer. C'est pas parce que tu passes à l'attaque par l'extérieur que tu as tous les droits non plus. Non, effectivement, le mec à l'intérieur, si t'emmènes un peu, c'est de bonne guerre aussi. C'est ta responsabilité quand même. Voilà. J'en sais rien, mais. Ah oui, non, mais c'est sûr. Bah, Tristan, merci pour ton avis tranché, c'est ce qu'on voulait. Moi, je me rappelle pas un mec qui m'est pris par l'extérieur. Et franchement, dans la course auto, je sais pas si quelqu'un a essayé de prendre un Schumacher par l'extérieur, à moins qu'il y ait un delta de vitesse parce qu'il y a des pneus qui sont démolis pour celui qui se fait doubler, ou l'autre qui est en balle neuve, où effectivement, mécaniquement, il y a un écart de vitesse qui fait que tu peux encore prendre le mec par l'extérieur parce que t'as beaucoup plus de grip. Mais franchement, en course automobile, prendre un mec par l'extérieur, si le mec qui est en train de se faire doubler l'emmène pas gentiment quand même vers l'extérieur, il y en a un qui fait pas son job quand même. Je sais pas. Bon, après, j'étais très étonné de ça, mais bon. Bon, bah écoute, très bien. Alors, d'autres questions en rafale. Norris, oui, continue de nous épater. Tu sais comme moi que ça fait la 9e fois de suite qu'il est dans les points. Il est 2e sur la grille. Il fait 3 en podium. Effectivement, il est phénoménal. Ça, on ne peut que le constater course après course. Il a probablement... Ils ont, parce que Ricciardo a été... et Ricciardo qui fait 7, fait une belle course au poignet qui revient bien. Et honnêtement, en termes de pace, de rythme en course, les deux étaient assez similaires. Là où je m'étonne plus, et il n'y a pas que dans cette équipe, mais c'est les écarts en qualification, surtout au Red Bull Ring, où c'est un circuit qui est quand même petit, où les écarts sont très faibles en théorie. En tout cas, nous, en LMP2, il y avait peut-être au moins les 6-7 premiers qui étaient dans le même dixième. Et ça a toujours été comme ça, et en monoplace, parce que c'est un circuit, finalement, il y a peu de virages, et c'est un petit circuit. Quand on parle, si on compare par exemple le Red Bull Ring et Barcelone, si tu prends 3 dixièmes au Red Bull Ring, c'est l'équivalent d'en prendre 6 à Barcelone. Là on voit des écarts d'une demi-seconde. Et là, mais c'est colossal. En rythme pur, il y a Norris Ricciardo où effectivement on ne comprend pas sur les qualifs, et Alonso Ocon. C'était et dans une moindre mesure malgré tout quand même Verstappen Pérez. Oui, effectivement. L'autre, je sais pas combien il a pris Pérez, mais il a repris encore. Il fait un dernier super tour pour bien se qualifier, mais sinon c'était au moins une demi-seconde. Effectivement, voire 6 dixièmes. Et une demi-seconde au Red Bull Ring.
à voiture équivalente, moi j'ai du mal à saisir. Très honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Et d'ailleurs, bon, Ocon le dit lui-même pour ce qui lui concerne, dire qu'il n'explique pas cet écart de perfo. Et franchement, pour ceux où quand on a roulé là-bas et qu'on est pilote auto et qu'on va au Red Bull Ring, te faire prendre une demi-seconde par ton équipier au Red Bull Ring, mais je sais pas, faut aller chercher la baguette, il y a un truc. Donc c'est assez étonnant. Et force est de constater que franchement, on n'a pas affaire à des nazes quand même. Donc pour arriver à avoir des écarts, je ne m'explique pas des écarts aussi importants, 1 dixième, 2 dixièmes, oui, bien sûr, ok, ça arrive, tu vois. Mais autant ça a été très serré, toujours d'ailleurs, entre les deux Mercedes, Bottas, Hamilton, ils ont du mal, et on voit qu'Hamilton a beaucoup de sous-virages, beaucoup plus que les McLaren et les Red Bull. Leclerc-Sen, c'est homogène. Exactement. Même Gasly, Tsunoda en vitesse pure sur un tour, il était là. Sur les, allez, on va dire les 5 équipes qui se battent devant, il y en a 2 ou 3 qui sont très cohérentes en termes de lap time entre les deux pilotes en qualif, que ce soit en qualif ou en course. Et puis il y a quand même des écarts avec notamment McLaren et Alpine, et puis donc ça fait 6 équipes, Alpine et puis même Red Bull, tu veux dire. Et puis la Red Bull, les écarts entre les équipiers sont ça c'est quand même très choquant. Pour revenir sur Esteban, parce que c'était une question que je voulais te poser, bon là, force est de constater aussi que la spirale en ce moment elle est vraiment négative, c'est vraiment bien malheureux, alors qu'on a cessé de vanter un petit peu sa solidité de début de saison, mais là non seulement Alonso revient au niveau, mais Esteban en plus est paumé, quoi. Et pas que lui probablement, puisque c'est vrai qu'il le dit lui-même, c'est des écarts et des contre-performances qui sont énormes, il l'a dit lui-même, pour les raisons que je te disais. Franchement, prendre une demi-seconde au Red Bull Ring, franchement, c'est prendre 1 seconde sur n'importe quel autre circuit, c'est énorme. On peut pas imaginer vraiment des écarts entre les deux autos, parce que au contraire, on se dit, comme il vient de signer quand même un contrat de 3 ans, qu'il est français, team français, enfin s'il y en a un, on peut s'imaginer, et à tort ou à raison, s'il y en a un qui devait être éventuellement avantagé sur du développement, surtout qu'en début d'année, il a fait un beau début de saison comparé à Alonso, donc il pouvait tout à fait être légitime que les quelques pièces de développement, ou s'il y avait des choses, ou pas forcément volontairement, mais il y avait des évolutions qui ne pouvaient pas être sur les deux voitures, on pouvait légitimement penser qu'éventuellement ce soit plutôt Ocon qui soit privilégié, étant l'enfant de la maison, signé pour 3 ans, donc on peut pas dire il s'amuse à privilégier Alonso. Non. Donc et on voit bien dans les commentaires d'Esteban que il se cache pas derrière son petit doigt, il comprend pas, et ses ingénieurs non plus. Mais ça, c'est vrai que franchement, je me l'explique pas, parce que c'est énorme. C'est un écart assez important. Bah oui, et j'espère qu'effectivement ça va pouvoir mieux se passer pour lui, parce que là, oui, c'est pas normal non plus. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on s'interroge tous. En parlant des images du week-end en qualif, je sais pas si t'as vu la tentative d'Alonso là, qui est lancée comme une balle et qui arrive et qui vient buter sur Vettel. C'était chaud. Dis donc, je me mets à la place d'Alonso, là il y a de quoi être fou furieux. Même si évidemment c'est dommage que ce soit Vettel, parce qu'on sait que c'est un pilote réglo, mais là, ça le faisait pas là. Alors déjà, il aurait pu s'accrocher, parce que le delta de vitesse était absolument colossal. Je pense qu'il y avait bien 100 km/h d'écart. Donc là, quand ça tape fort. Mais bon, puis après l'agacement effectivement d'Alonso, qui là, je pense, était vraiment parti pour faire un beau chrono. Donc pour en plus creuser effectivement l'écart avec Esteban, mais c'est extrêmement frustrant pour l'équipe, parce que c'est vrai que de toute façon après ça change complètement la physionomie de la course. En Formule 1, on sait bien que là, de partir 14, ou au lieu de partir, à mon avis, 7. Il parlait même de 5 éventuellement. Il devait l'espérer un peu. Alors, même si on est raisonnable, et que 5, il exagère, et que, mais en tout cas, de partir sur les 3 premières lignes, peut-être 6, 7, 3, 4, ça n'a rien à voir à partir fond de green comme il l'a fait. Et malgré tout, il est remonté, il a fait une très belle course. Ça fait 4e fois de suite qu'il est dans des points, le Fernando. Ça y est, on sent que. Oui, il retient bien la barre là. Donc je pense qu'il a effectivement, comme le disait Alpine, je pense qu'il est revenu, si c'est pas à 100% de son niveau, c'en est tout proche. Et on le voit à la fin, à la bagarre, où
il reprend toute Oui. l'agressivité qu'on lui connaît. Et il a été sympa parce qu'il a dit que ça lui avait fait un peu mal au cœur de doubler Russell. C'est vrai que Russell aurait pu être aussi un des héros du week-end. Alors il le demeure pour nous, les spécialistes, parce qu'on a bien vu faire Q3 avec une Williams, se qualifier en pneus jaunes, là où les Ferrari n'ont pas été capables de le faire. Leclerc l'a dit franchement, ce qu'a fait Russell, il nous bat à pneus égaux avec une Williams, quoi. Donc effectivement, et puis là, par contre, il n'a pas réussi à aller chercher ce point. Ouais, c'est dommage. Par Alonso à 2 tours de la fin. Mais bon, c'était impossible. Encore une fois, avec ce DRS, il n'y a même pas d'histoire d'homme ou de quoi que ce soit. Et à un moment donné, si le mec vous prend la spi, bon, de toute façon, il arrive au freinage avec 2 voitures d'avance. Donc, il n'y a rien à faire. Ouais. Donc, il ne peut pas s'en vouloir pour ça. Je pense qu'il est déjà à 102, 103 ou 104% du potentiel de la voiture pour aller faire ce genre de résultat. Probablement. Ou alors, à moins que son équipier lui aussi aille chercher la baguette. Mais je pense pas. Et donc c'est déjà un très très bel exploit d'arriver à montrer cette Williams qu'on n'a pas vu aussi bien depuis, je crois, plusieurs années. Ah oui, je crois que ça fait plus de 3 ans qu'ils ne sont pas au moins un point, donc tu vois, c'est pour te dire. Attends, Ah oui, l'accident de fin de course, Raikkonen-Vettel. C'est Raikkonen qui a été pénalisé, 20 secondes qui a été jugé responsable. Moi, j'avoue que sur le moment, rarement, là, je savais pas trop. Franchement, on a toujours un avis. Bon, que ce soit toi, les professionnels, ou nous, les commentateurs, on va dire un peu chevronnés, on arrive quand même à se faire une idée. Là, je savais pas trop. T'as un avis, non? Ce qu'il y a, c'est que c'est lunaire comme accident. Oui. Ils ont 4 fois la place. On pourrait mettre 4 voitures de front et les mecs arrivent à s'accrocher. Oui, en plus 2 pilotes aussi chevronnés qu'eux. Alors, sachant qu'en plus, je pense que c'est vrai que s'il y en a un pénalisé, c'est quand même Raikkonen parce que c'est lui qui est en retrait et Vettel avait clairement fait son déplacement, son déplacement. Mais j'avoue ne pas comprendre. Alors, comme on l'a vu s'engueuler avec son ingénieur pendant la course, que très honnêtement, il nous a fait une Raikkonen là. Alors, tu parles jamais comme ça à ton ingénieur. Non, mais ça fait alors, autant ça a toujours fait rire parce il est quand même assez normalement. Il a une espèce de colère froide. Là, c'était pas une colère froide. Et je trouve, en tout cas, je connais bien son patron parce que ça a été le mien. C'est pas le genre de la maison. Ça m'étonnerait que ça reste. Toi, tu penses que Frédéric Vasseur, il dirait à Kimi, arrête ton cinéma, quoi. Ah là, je pense qu'après la course, il y a dû avoir explication. Et autant Raikkonen, il a dû s'énerver pendant la course. Je mets un gros billet sur la table pour qu'il ait pris une très grosse avoinée à l'arrivée de la course. Et ça peut pas en être autrement parce que non seulement l'ingé n'a rien fait de mal, il l'informe d'un truc, alors après ça l'intéresse pas, mais enfin c'est quand même pas d'hier que les ingénieurs te parlent à la radio. Et pas toujours pour te dire les trucs qui t'intéressent au moment où ils arrivent. L'information, ils te la donnent, tu la prends pas. Là, l'énervement, presque l'insulte. Tu te fais pourrir, quoi, en direct. En direct, en plus, ouais. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible pour le constructeur, pour Alfa Romeo, pour l'ingénieur, pour l'équipe. Il y a un énorme problème de respect. D'ailleurs, si Raikkonen, c'est sûrement révélateur d'un relationnel qui doit être très très moyen avec son ingénieur au quotidien. Oui, toi pilote professionnel, tu dis c'est pas possible. Mais tu peux pas. Oui. Si tu as une bonne relation avec ton ingénieur, j'ai envie de dire normal. Professionnel, normal. Même sans être pote, relation normale. Ton ingénieur, c'est quand même ton ingénieur de piste, c'est celui qui doit te comprendre, avec qui tu passes du temps, parce que c'est lui qui doit te faire la voiture que t'attends. C'est avec lui que tu développes, que tu passes le plus de temps. Donc, alors même sans être pote, et à un moment donné, si la relation elle est tout à fait normale, non mais tu te mets pas à pourrir un mec à la radio. En Mondiovision. Si déjà t'es pas un peu chaud avec lui, tu vois. Ouais, t'as raison, je pense qu'il y a des. Là, ça peut pas être autrement. Ouais. Ou alors, effectivement, et là on sait pas tout. Et il s'était déjà un peu engueulé au début de la course parce qu'on n'a pas l'ensemble des communications. Et qu'il y avait eu 2-3 petites choses qu'on n'est pas au courant en début de course qui ont fait que la moutarde est montée au nez de notre Finlandais. Mais là, en tout cas, ça t'a semblé un peu limite. Non, là, c'est. Non, mais moi aussi, c'est vrai que ça.
t'es team manager, t'as ton pilote, qui est au bord de l'insulte avec l'ingénieur, qui sur le moment, enfin en tout cas moi j'ai pas vu l'erreur de l'ingénieur, là tu te dis là faut que ça s'arrête vite quoi. Bon. Peut-être alors que Raikkonen a été énervé pendant tout le Grand Prix. Et tout ça pour dire, parce que c'est vrai que finalement ça méritait de passer quand même, de pas parler de cette parce qu'elle est quand même violente, et que c'est vrai que pris dans un énervement qui était au-delà de ce qu'on lui connaît, parce que généralement il a, comme je disais, une colère plutôt froide et des réflexions acerbes, mais ça s'arrête là. Et à un moment donné, on a l'impression qu'il doit regarder ailleurs. Oui, je crois. Franchement, qu'il ne se rend pas compte que Vettel est là. Et que Vettel, par la vitesse qu'il met, et alors c'est plus facile pour moi parce que je l'imagine, et qu'il y a cette courbe qui est pas vraiment une courbe, mais enfin en tout cas, c'est pas du tout une ligne droite pour passer du turn 4 au 5. Donc il y a cette espèce de grande courbe sur la droite qui est très facilement à fond, mais là en F1 ça pousse, et donc avec la dégradation des pneus, les pilotes ont naturellement et tous une tendance à ouvrir un peu pour revenir, pour attaquer le grand gauche. Et là on a l'impression, il garde sa ligne comme s'il n'y avait personne, Raikkonen, et c'est à se demander s'il n'était pas en train de regarder autre chose, s'il n'était pas la tête dans son volant, en train de regarder les boutons, et qu'il n'a pas vu, parce que c'est vrai que honnêtement c'est vrai que ça va très vite finalement, parce que ça va au contact et au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'effectivement, toc, et à un moment donné, Vettel, lui, ça le met en travers tout de suite, et puis là, le mal est fait, il n'y a plus rien à faire pour ça. Mais c'est presque à se demander s'il était en train de regarder ce qui se passait, donc s'il n'était pas plutôt le regard dans le cockpit, parce que c'était assez lunaire quand même, parce que ça s'accroche là où, franchement, ils avaient la place d'être à 15. Donc c'est assez étonnant. Allez, dernière question, Tristan. Je vais anticiper un petit peu par rapport à la semaine prochaine, où tu seras donc retenu pour des obligations professionnelles. Donc, on ne te retrouvera pas pour débriefer du Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone, pas de problème, on te libère. C'est dommage. Simplement, tu sais donc qu'il y aura une grande première dans l'histoire de la F1, il y aura une course de qualif le samedi. Ouais. Sur 17 tours à Silverstone, dont le résultat déterminera la grille de départ du Grand Prix dimanche. Et la FIA a bien précisé, celui qui va gagner la course de qualif sera considéré comme l'auteur de la pole position. C'est ça qui fera, au niveau déjà au moins statistique, la chose. Bon, alors, une course de qualif le samedi. Qu'en penses-tu en F1? Oui, c'est ça, en F1. Oui, en F1. Parce que finalement, c'est un système qui est assez connu dans les formules de promotion. Alors, à ce point-là, pas tellement, mais c'est vrai que le fait que l'arrivée d'une course fasse la grille de départ de la deuxième, c'est quelque chose d'assez commun dans les formules de promotion, ou même quand la Super League Formula, il y avait des choses comme ça. Et puis les GP2 avec la grille inversée. Donc il y a différents systèmes. Après, c'est vrai que pourquoi pas, il faut voir ce que ça donne. C'est sûr que 17 tours, j'ai peur que ce soit un peu une boucherie. Et d'un autre côté, ils n'ont plus le droit de se doubler sans se laisser passer, donc ça devient un peu ridicule, mais pourquoi pas, faut laisser sa chance au produit, comme dit l'autre. Oui, donc aussi, 3 fois ils vont le faire cette année, tu sais, une fois à Silverstone, une fois à Monza, et une fois en fin d'année, on ne sait pas encore où. Je pense que ça peut être intéressant en termes de stratégie. Donc ils vont partir avec quelle gomme? Parce que 17 tours, c'est court et c'est long dans l'absolu, avec un seul train de pneus. Est-ce qu'ils vont tenter c'est tout ça par contre qui mériterait d'avoir quelques explications, et sur les possibilités, sur quelle gomme ils vont choisir. Sur 17 tours, je vois pas un pit stop. Non, moi non plus, je pense pas. Et donc là, en fonction du circuit, de la dégradation, est-ce qu'ils vont faire ça en soft? Quel choix peut être fait? Les softs, ça peut être très vite pendant 10 tours. Après, est-ce que finalement les médiums seraient pas mieux? Bon, les hard, on va pas mettre des hard pour faire 17 tours, encore que bon, mais je ne le pense pas. Donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Ça peut être aussi évidemment très intéressant, si j'ose dire, si évidemment il y a un problème mécanique, s'il y a un accident, le Grand Prix c'est le lendemain, tu vois ce que je veux dire. Non seulement tu pars peut-être dernier si tu abandonnes avec un accrochage, et en plus la voiture il faut la réparer. Enfin oui, tu vois ce que je veux dire. Il y a des notions qui vont peut-être être... ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses. Mais bon, alors c'est vrai que sur une formule normale, formule de promotion où on a le droit de se battre à peu près correctement, 17 tours, là ça pourrait vite être une boucherie. Là, effectivement, ils sont censés rester hors de tout contact. Oui.
Mais bon, ça peut être intéressant. J'ai jamais vu une course de Formule 1 de 17 tours, mais voilà. Ce sera une première. C'est ça, on va tous vivre ça samedi 10 juillet. Bah écoute, moi je donnerai mon avis dans l'Afterlap la semaine prochaine, mais si on se retrouve avant le break estival ou dans l'été, mon cher Tristan, je te reposerai la question et tu me diras ce que tu en as pensé ou ce qu'on peut en penser au vu de cette première expérience. Allez, on va te libérer là parce que tu as le droit aussi de te préparer pour ta course et de te mettre dans les meilleures dispositions possibles. Tu salueras tes coéquipiers de notre part, donc Memorara, c'est... René Binder. Voilà, René Binder. À chaque fois, je sais pourquoi j'hésite, parce que comme en MotoGP, il faut être honnête, en ce moment, avec ce qui se passe avec Fabio Quartararo et Johan Zarco, on regarde tous, et il y a un Brad Binder. Et à chaque fois, j'ai un petit doute. Quand je veux dire René Binder, je pense à Brad Binder. Et oui, donc c'est bien René, toi, ton coéquipier. René Binder. C'est ça. Autrichien. Très bien. Et écoute, tu salues tout le monde dans l'équipe du Ken de notre part. Tu fais de ton mieux, mais ça on n'en doute pas, et on te retrouve dès que possible dans l'Afterlap, d'accord ? J'espère bien qu'on sera sur le podium cette fois-ci. Voilà, on est d'accord. Merci Tristan. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao.